Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous regarder sur Radio Espace TV. La suite de cette émission, Les Informés après notre écran publicitaire. Comme vous le savez, on s'intéresse au diagnostic sur le chômage en Guinée, les difficultés rencontrées, les solutions proposées. On en parle avec M. Sekou Sano. Il est consultant en ressources humaines. Monsieur Sano, c'est vrai que dans ce pays, on dit souvent que les universités guinéennes, notamment celle de Sonfonia, déversent beaucoup d'étudiants qui ont fini la sociologie, le droit, et finalement ils ont du mal à trouver de l'emploi, même si à un moment donné Jean-Marie Doré nous disait qu'il n'y a pas un marché saturé pour un bon produit. Comment expliquez-vous cet état de fait? Beaucoup d'étudiants qui finissent mais finalement qui ne trouvent pas d'emploi. C'est vrai que vous avez expliqué les raisons, les origines, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui dans les universités, notamment à Sonfonia, il y a plus d'étudiants qui sont dans les sciences sociales, mais finalement quand ils finissent les études, ils ne trouvent pas de boulot? Peut-être ça revient à la question de Cheplo, l'inadéquation. La réponse, justement, on est toujours au même endroit. On sait, la question, on doit poser cette question-là à l'État. L'État sait très bien aujourd'hui que le système éducatif, à la fois, n'est pas adapté aux besoins des entreprises, mais il n'y a pas que ça. Mais ne poursuit même pas, justement, à l'accompagnement de ces personnes-là. Et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, même si je ne dis pas que l'État est le seul responsable de tout ce problème-là, cependant, l'État est le plus grand fabricant, c'est ce que je dis, le plus grand fabricant de chômeurs. Et maintenant, puisque l'État qui est censé embaucher au moins une bonne partie de chômeurs, il faudrait qu'il trouve des partenaires justement pour venir récupérer ces personnes-là. Alors, les formations à l'université, c'est ce que je disais aussi, j'ai cité 4 ministères. Il faut que ces 4 ministères puissent travailler. Et moi, j'ai un petit espoir quand même là-dessus, mine de rien. Puisque le Guinéen est beaucoup pessimiste, j'ai un peu d'espoir parce que j'ai écouté 2 nouveaux ministres là depuis quelque temps, celui de la formation professionnelle et celui de la fonction publique. Ces personnes-là, pour une fois, j'ai entendu les personnes qui ont parlé le même langage que moi et qui ont commencé à avancer certaines choses. Maintenant, je ne sais pas s'ils auront le temps de le faire. Les formations, les gens qui sont formés en sociologie, qui sont formés en lettres, franchement, vous pensez que les entreprises qui sont dans la logistique, qui sont dans l'informatique ou qui sont dans l'économie vont embaucher quelqu'un qui a fait la fac des lettres? La fac des lettres, c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne suis pas en train de critiquer, je veux simplement dire que ces anciennes formations-là, à un moment donné, aujourd'hui, la société évolue, le pays évolue, le marché de l'emploi surtout est en train de muter et à partir de là, on doit adapter tout sur ce schéma-là. On ne peut pas garder l'ancien format et l'appliquer. On ne peut pas prendre l'ancien pour faire du nouveau. Ça ne marchera pas. On ne peut pas faire de l'ancien avec du nouveau. Amadou. Vous avez touché un point comme quoi les enfants après l'école ils sont à la maison. C'est vrai que c'est une réalité dans certaines familles nantis, mais c'est qu'il y a à l'intérieur du pays, il y a des enfants qui font des travaux champêtres, il y a d'autres qui font des travaux domestiques, forcément qui sont occupés la nuit, qui sont vraiment fatigués, qui dorment en classe. Soit dit en passant, revenons à l'essentiel. Le taux de chômage, c'est un fait universel. La France, c'est environ 8,1%. Mais pour le cas guinéen, le chiffre il est extrêmement élevé. Vous avez touché l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, ce qui est réel. Mais vous qui venez de la France, on parle de est-ce que vous pouvez aller à votre question s'il vous plaît? Ça commence à être trop long. Tierno, j'arrive. On parle de fuite de cerveau. Vous qui êtes de la Guinée, qui allez en France, qui revenez, on connaît ces problèmes-là, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas une première. Une première de quoi exactement? Qu'on propose des solutions, mais sans que ça n'aboutisse. Parce que là, justement, c'est ce qui me conduit vers l'État, encore une fois de plus. On va me dire que je tape sur l'État. Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les gouvernements successifs, je ne parle pas de ceux-là ou ceux qui sont passés depuis plusieurs années, tant que les gouvernements différents ne mettent pas le chômage au cœur de leur politique, on se retrouvera encore dans la même situation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, systématiquement, les gouvernements ils vont s'orienter vers la mine.
parce qu'ils pensent que c'est là-bas où on va gagner de l'argent. Non, c'est pas forcément là. Ça peut rapporter, mais la redistribution est mal faite. Par contre, les chômeurs, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour les fuites de cerveau dont vous parlez, j'en fais partie, peut-être que je suis même un, mais je rentre quand même dans mon pays. Je contribue à ma façon, je sensibilise, je forme les jeunes en ligne. Il n'y a pas plus tard de 2 jours, j'étais à l'université de Sonfonia, encore pour donner mon avis. Le jeudi, je vais encore les apprendre comment chercher du travail sur le marché de l'emploi. Donc, ce que je vais vous dire, sur ce plan, ça ne changera pas. Ça ne changera pas parce que pour l'instant, pour l'État, on attend d'abord de fabriquer beaucoup. Et puisque tout est saturé, on ne sait plus quoi en faire, ces personnes-là. Et aujourd'hui, dites-moi, vous, les journalistes d'investigation, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de me dire le type de chômeurs en Guinée? Quels sont les types de chômeurs en Guinée? Parce que là, vous allez me dire simplement, c'est ceux-là qui sortent de l'université. Non, pas forcément. Parce qu'il y a plusieurs types de chômeurs en Guinée. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions, le peu de solutions qui existent aujourd'hui ici, on ne peut pas l'appliquer à tous ces types de chômeurs. Donc ça, c'est important qu'on le sache et qu'on essaye éventuellement de résoudre ça de manière Monsieur Sekou, ça, non. Allez, c'est vrai qu'à un moment donné, pas plus tard qu'un mois, on parlait de la vente aux enchères de ces véhicules 4x4 de la présidence pour accroître plus de moyens au ministère de la formation professionnelle. C'est une bonne initiative quand même du gouvernement guinéen. Oui, c'est une bonne initiative. Même s'il paraît que c'est un seul véhicule qui a été vendu pour le moment. D'accord. Il faut le dire que l'État crée les conditions, mais l'État ne peut pas employer tout le monde. Maintenant, la question que je veux poser, dans les entreprises, on parle de réseautage. D'accord? Lorsque vous ne vous retrouvez pas dans le réseautage, il vous est un peu difficile, quelle que soit votre compétence, d'avoir du travail. Dans les pays comme le nôtre, où il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi, et on parle de réseautage. Comment pourrons-nous parvenir à avoir de l'emploi de ce genre de conditions? Pour répondre à cette question, le réseautage, ce qu'il faut savoir, en Guinée, on appelle ça, moi j'appelle ça péjorativement le piston. C'est ce qu'on dit souvent ici, le bras long, et ainsi de suite. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que le réseautage fait partie du recrutement. C'est un élément aussi de recrutement dans une entreprise. Il faut savoir, parce que c'est facile aussi de cibler un peu ces choses-là. Quand on est dans une entreprise, le recrutement dans une entreprise est coûteux. Il y a les frais directs, il y a les frais indirects que l'entreprise doit payer. Et si l'entreprise se trompe de son recrutement, elle perd beaucoup d'argent. Alors, ce réseautage-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur d'une entreprise, au lieu de diffuser, au lieu de contacter un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, une personne qui travaille avec moi dans mon entreprise sait qu'il y a un poste qui est libre, peut en parler autour de... C'est pas interdit ça, c'est la manière de le faire qui n'est pas bien. Parce que si on prend une personne qui a été recommandée par un ministre ou par un directeur général, alors que la personne n'a pas les compétences, la compétence adéquate pour occuper ce poste-là, là, le réseautage ou le piston, appelez ça comme vous voulez, perd tout son sens. Mais ça fait partie aussi de renforcer comment un jeune, peut-être de ses partenaires des universités, des entreprises. Allez, Félix. Oui, c'est ça même. Comment un jeune, parlons même du réseautage, un jeune par exemple qui vient de finir l'université ou un jeune qui a fini déjà il y a longtemps, qui n'a pas d'expérience, parce que quand on parle de réseautage, il faut forcément parler aussi d'expérience. Comment dans ces genres de conditions, ça veut dire, c'est comme si on excluait ces jeunes qui n'ont pas d'expérience, selon moi. Pas du tout, je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là, parce que le réseautage, ça se crée. Si vous me laissez juste développer quelque chose. Le réseautage, ça se crée. Et lorsqu'on le crée, on le crée avec beaucoup d'acteurs autour de nous. Le premier acteur dans le réseautage, vous savez c'est qui? C'est votre famille qui vous soutient dans votre recherche d'emploi. Et le deuxième élément ou le deuxième acteur dans la création du réseautage, c'est vos camarades de promotion. Et le troisième acteur, c'est sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes-là que vous avez en contact avec les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn par exemple, vous pouvez créer un réseau à travers ces professionnels qui sont sur le poste. L'avantage dans ce sens-là, vous savez c'est quoi? C'est le fait de contacter une personne qui a de l'expérience dans votre domaine, c'est-à-dire la formation que vous avez apprise à l'université, que vous le contactez, vous échangez avec cette personne-là, vous créez ce lien-là et cette personne est au courant de vous. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la création ou en tout cas la mise en place de ce que moi j'appelle le parrainage. Dans une entreprise, vous connaissez quelqu'un qui a fait le même métier que vous, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec cette personne-là. C'est comme ça, vous créez
votre réseau, même si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez créer le réseau pour vous permettre, parce que c'est important. Bien. C'est important parce qu'il y a des offres qui sont parfois cachées. Ces offres-là, vous ne voyez pas. Ouais. Vous ne trouverez pas dans la presse, vous ne trouverez pas sur les réseaux, même sur les sites. C'est des offres qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Seules les opportunités internes, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise, peuvent justement donner ces informations-là. Donc, le réseautage, ça se crée. Et les jeunes qui sortent de l'université ne savent pas créer, ils ne savent pas comment faire. Et c'est pour cela il faut leur sensibiliser sur le marché de l'emploi. Il faut leur sensibiliser comment créer justement ce réseau-là. Mais aller au-delà, comment les aider à construire leur employabilité. Il faut tous ces éléments-là. Sur cette question de construire leur employabilité, déjà vous l'avez dit, l'État ne peut pas employer tout le monde. Quelle doit être la place donc de l'auto-entrepreneuriat comme piste de solution? Ne pensez-vous pas qu'il faut inculquer cela aux jeunes pendant qu'ils sont encore étudiants pour qu'à la sortie ils puissent trouver des solutions eux-mêmes? Pour répondre à cette question, je vais droit au but. L'entrepreneuriat, pour moi, est l'une des solutions pour réduire le chômage. On le sait. Mais qui finance? Le micro. Qui finance justement l'entreprise? Parce que quand on compare dans d'autres pays, vous savez, quand je me suis lancé en auto-entrepreneur en France, j'étais salarié. Par contre, lorsque je me suis lancé, j'ai créé mon entreprise avec 0 €. Je n'avais rien du tout. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire en France, créer son entreprise avec 0 francs. Par contre, on est accompagné, on a des outils, on a pas mal d'éléments pour créer justement ce qu'on veut faire. En revanche, en Guinée, si on veut entreprendre, vous savez très bien toutes ces difficultés-là. Les étudiants n'ont rien et vous voulez qu'ils entreprennent à la sortie de l'université. Ils ne peuvent pas. Si vous voulez que les gens entreprennent, il faut déjà donner les moyens. Il faut créer des conditions dans lesquelles on sera en mesure de créer. Il faut également leur donner des outils. Il y a des organismes ici apparemment qui peuvent aider les jeunes à créer leur entreprise. Mais il faut renforcer. Je prends l'exemple sur le FONIJ, le Fonds national pour l'insertion des jeunes du ministère de la Jeunesse, qui à un moment donné, au temps de Sékou Pimpon Kondi, employait et permettait à plusieurs jeunes d'avoir des entreprises en finançant ces jeunes-là. C'était quand même un bel exemple en 2015-2016 quand même. Le FONIJ, le Fonds national, mais malheureusement, depuis son départ, sincèrement, cette direction est là, elle est budgétisée, mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Oui, Alphonse? L'autre question qu'on est amené à se poser, c'est comment redynamiser la formation en Guinée? Pour redynamiser la formation en Guinée, en tout cas, le diagnostic que moi je fais dans ce sens-là, il faut aller chercher déjà les personnes qui ont fait leur diplôme, qui ont eu leur diplôme depuis un certain temps, parce que leur diplôme n'a plus de valeur. Depuis un certain temps, ça perd sa valeur. Et ces personnes-là, ce qu'il faut faire, c'est là où je vais d'ailleurs donner l'une des solutions majeures justement pour ça. Dans la formation, il y a un organisme aussi en Guinée ici qu'on appelle, j'ai noté, Office national de la formation professionnelle et du développement. Vous savez, cet organisme-là, plus l'AGIP à côté, lorsque ces deux organismes travaillent ensemble, on peut mettre en valeur justement les personnes qui étaient censées, les personnes qui sont mises de côté, notamment ces chômeurs-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer ces personnes-là selon leur envie et selon leurs souhaits d'évolution. Et on cherche une entreprise qui a des offres d'emploi pour éviter qu'elle aille chercher loin et qu'elle paye plus cher. Alors qu'est-ce qu'il faut? On récupère ces personnes-là en passant par l'AGIP, et on met ces personnes-là à la disposition des entreprises et que l'État qui met les moyens au niveau de l'AGIP finance un certain nombre de temps, c'est-à-dire admettons 400 heures ou 3 mois de formation sur un poste précis où l'entreprise a vraiment besoin. On forme cette personne pendant 3 mois et à l'issue de cette formation-là, l'État négocie soit deux possibilités. Baisse la cotisation patronale pour que l'entreprise puisse embaucher cette personne-là pendant 6 ou 1 an. À ce moment-là, on crée des compétences et l'expérience. Ou bien, simplement, l'État prend en charge cette formation-là, mais c'est l'entreprise qui forme la personne sur le poste en question et à la fin, l'entreprise s'engage elle-même à embaucher la personne sur une durée. Et pendant ce temps, on refuse
qu'on leur mette dehors comme on peut licencier facilement en Guinée. Parce que ça aussi, ça augmente encore les chômeurs on va aller avec Amadou qui patiente. En tout cas, nous sommes toujours avec M. Sekou Sano, il est consultant en ressources humaines. On parle du diagnostic sur le chômage en Guinée, difficultés rencontrées et solutions proposées. Vous avez touché un point très important. Vous avez dit vous étiez entrepreneur, mais en même temps employé. En Guinée, pour la plupart des jeunes, c'est je finis d'étudier plus tôt, je vais entreprendre, ça veut dire je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi-même, je vais quand je vais au travail sans travailler. Maintenant, que représentent les grandes firmes dans les principes et l'expérience professionnelle qu'un jeune doit avoir avant de commencer d'entreprendre? Vous savez, cette question-là, on me l'a posée il y a 2 jours à l'université. Vous savez, travailler, être salarié avant d'entreprendre, c'est pas mauvais. Avant d'entreprendre, c'est pas mauvais. Même si vous avez fait la restauration en formation, par exemple, et vous travaillez dans une entreprise de conseiller clientèle chez Orange ou je ne sais pas, ou chez quelqu'un d'autre, le fait de travailler dans cette entreprise-là, vous êtes en train de développer encore de nouvelles compétences qui n'ont rien à voir avec votre corps de métier. À partir de là, vous avez fini, vous avez cumulé un peu d'argent, vous avez mis de côté. Là, vous êtes en mesure de financer votre propre entreprise. Ça vous évite de faire les prêts à la banque, ça vous évite d'aller voir la famille pour qu'on vous donne de l'argent. Et puis voilà, dans tout ça, c'est l'une des solutions, ça. Travailler d'abord, mettre un peu l'argent de côté et ensuite travailler pour vous-même. Parce que vous aurez appris déjà comment ça se passe dans une entreprise. Vous savez, c'est bien de faire l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas non plus lancer tout le monde là-dedans. Parce que vous construisez systématiquement de l'échec. Maintenant, quand il y a l'échec, et si on est en mesure de rebondir, tant mieux. Mais plus on fait des échecs, pour certaines personnes, ils vont couler parce qu'ils vont développer le doute et à partir de là, ils perdent en confiance. Ils ne peuvent plus avancer. Donc, pour répondre à cette question, encore une fois de plus, c'est possible de travailler et ensuite de le faire. Moi, j'ai travaillé et je suis encore aujourd'hui salarié. Je travaille dans une entreprise de production agricole, Vendélis en France. Et dans cette entreprise-là, ma patronne, elle accepte que je fasse encore mon activité à côté. Donc, ça veut dire que j'apprends dans l'agriculture alors que moi, je suis RH pur. Et là, aujourd'hui, j'apprends dans l'agriculture tout ce qui se passe. Et demain, je vais m'orienter dans l'agriculture. Ça veut dire que j'ai travaillé et j'ai appris des choses. Eh bien, je viens appliquer ça ailleurs pour entreprendre. Donc, les deux sont liés. Par contre, il y a aussi des gens qui peuvent entreprendre parce que simplement, ils ont des moyens. Quand vous êtes riche, votre enfant, vous pouvez tout de suite injecter l'argent dans son entreprise, il peut aller. Et maintenant, c'est ce que je disais à l'université, il y a aussi des entrepreneurs alimentaires. Les entrepreneurs alimentaires, c'est-à-dire c'est ceux qui vont aller prendre notamment un bidon d'huile, ils vont revendre en détail, ensuite ils gagnent un peu, ils remettent l'argent et après, ce qu'ils vont gagner, ils ne peuvent pas économiser. Parce qu'ils ne veulent pas développer quelque chose, ils veulent simplement survivre. Bien. Et après, ils vont consommer. Le micro. Alors, comment entreprendre si on n'a pas les moyens, si on a 0 franc en Guinée ici? Comment entreprendre, c'est d'être salarié dans un premier temps. C'est ce que je disais. Il faut, si vous ne pouvez rien faire, il ne faut pas courir. Mais le Guinéen, il est très fort dans le mimétisme. On peut vous dire qu'on peut entreprendre avec 0 franc. Quand vous partez assister à des ateliers, à des forums, on vous dit que vous pouvez entreprendre avec 0 franc. Mais est-ce qu'on peut entreprendre sans aucun sou? Surtout ici en Guinée. Le taux d'intérêt des différentes banques pour les jeunes entrepreneurs. C'est élevé. C'est élevé. Par contre, ça, c'est partout. En France aussi, quand tu fais un prêt, tu as un taux un peu élevé. Ça, je vous rassure. Mais oui, il faut... pour le faire sans argent, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est comme si on vous demande de construire une maison alors que vous n'avez pas les matériaux. Par contre, pour chercher les matériaux, les solutions, dans un premier temps, moi, franchement, on est tous entrepreneurs. Par contre, si on travaille, aujourd'hui, vous êtes ici, là. Croyez-moi, dans une partie de votre tête, là, vous savez très bien que dans 30 ans ou 20 ans, vous allez quand même faire quelque chose en rapport avec... Le patron ne va pas aimer cela. Hein. Voilà, c'est pour vous dire que quand on apprend la meilleure façon d'entreprendre, sauf si on a un fonds, la meilleure façon d'entreprendre, c'est de le faire dans son domaine. Parce que là, on est sûr, on est à l'aise, c'est son domaine, on connaît le marché, on a fait l'étude de faisabilité. Là, on peut se lancer. 0 franc ou pas,
on peut le faire. C'est vrai que dans certaines universités, il y a des partenariats avec les entreprises, mais malheureusement, en Guinée, il y a ces directions dans ces universités, mais qui ne fonctionnent pas du tout. Alphonse, Théophile, on parlait de ça, c'est notamment le cas de Symphonia. Oui, le cas par exemple du service des relations avec des entreprises qui se retrouvent à Symphonia. Ce service a pour mission de mettre les étudiants en rapport avec des entreprises pour pouvoir avoir des stages en tant qu'étudiant d'abord. Mais il y a des difficultés. Aujourd'hui, en termes clairs, pendant que l'État n'oriente même pas les étudiants dans un marché où il leur est favorable, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, j'ai connu quelqu'un en Guinée ici qui a été stagiaire pendant 10 ans. 10 ans, il fait le stage. Il y a même certains qui font 20 ans, notamment à la RTJ. Dans aucun pays, pour moi, je dis ça comme ça, dans aucun pays dans le monde, on peut voir ça. On ne peut pas faire un stage ad vitam aeternam. C'est pas possible. Ça fait partie des choses que l'État doit justement corriger. Et pour corriger, on peut faire comme d'autres pays. Il ne faut pas avoir peur des entreprises. On peut par contre négocier. C'est-à-dire que si l'État impose à toutes les entreprises, notamment les grandes, comme disait monsieur, les grandes entreprises ne sont pas forcément celles qui réduisent le chômage. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est d'imposer à toutes les entreprises qui sont en mesure de prendre les personnes en stage et qu'on leur dit, attention, vous avez un taux à respecter. Notamment, on donne 6% de stagiaires tous les ans. Ça, c'est mieux. On peut le faire. Ça nous permet à l'université tout de suite d'aller chercher ce qu'on a besoin comme stagiaire là-dessus. Et qu'on donne la possibilité aux entreprises aussi de venir présenter leur entreprise et leurs besoins au sein de l'entreprise. C'est quoi Alphonse Mara? Aujourd'hui, véritablement, quand vous regardez, on a parlé de la situation du pays, c'est-à-dire l'inadéquation, les difficultés institutionnelles et autres. Si vous aviez, comme vous l'aurez la semaine-là, des étudiants en face, quelle solution proposer pour qu'ils s'en sortent à la sortie de l'université? Les étudiants que je vais voir ce jeudi-là, justement, je dois leur apprendre toute la stratégie de recherche d'emploi et la construction de leur employabilité. Je le fais gratuitement. D'accord. Je le fais gratuitement, je donne mon temps, ça va me prendre, voilà, c'est mon apport, ça me prend 4 heures pour faire tout ça. Je vais leur montrer déjà la meilleure possibilité, la meilleure façon déjà de trouver un emploi, c'est de maîtriser le peu qu'ils apprennent à l'université. Parce que c'est cela. On appelle ça aujourd'hui les soft skills. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peu de compétences qu'ils ont, de connaissances d'ailleurs, le peu de connaissances qu'ils ont à l'université n'est pas forcément suffisant. Mais c'est leur première arme pour trouver un emploi. Si on vous donne votre chance, malgré que vous n'avez pas d'expérience, les recruteurs, ils le savent. Ils savent que sur votre CV, vous n'avez pas d'expérience. Ils vous donnent cette chance-là. Par contre, si on vous demande d'expliquer ce que vous avez appris ou de rédiger une lettre de motivation ou faire un petit CV, vous n'êtes pas en mesure de faire tout ça, c'est que vous avez déjà écrasé cette chance-là. Vous n'aurez pas d'autre derrière parce que vous n'avez pas cette partie pratique qui vous permette justement de vous vendre correctement. Ça ne marchera pas. Donc, pour répondre à ça, je pense que la meilleure façon, c'est de faire comprendre aux étudiants d'apprendre sérieusement ce qu'ils apprennent à l'université. Et ensuite, le reste, moi, je vais leur donner quelques outils pour qu'ils comprennent comment développer du coup le réseautage, comment créer son CV et comment construire son employabilité. Et ce que c'est l'employabilité, justement, par la même occasion. C'est le temps des auditeurs. Mais bien avant, Amadou, en 10 secondes. Comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, on a des Mamadou Sylla, des super bobos, des multimilliardaires qui ne soient jamais allés à l'école? Ils sont nombreux. Comment ça s'explique? C'est des entrepreneurs, justement. Et c'est là où on doit comprendre, nous qui faisons des études là, parce que nos parents, ils nous ont inculqué... Pourquoi vous avez oublié Sonoko? Sonoko, ainsi de suite, il y en a plein. Ils nous ont inculqué des valeurs selon lesquelles il faut aller à l'école si on veut être président ou ministre. Et aujourd'hui, vous-même, moi-même, on a trouvé des limites là-dessus. C'est pas forcément vrai. D'accord, c'est pas vrai. Il y a des auto-entrepreneurs qui sont 10 000 fois plus riches que ceux qui ont fait des études. Donc aujourd'hui, ce que moi je peux dire, entreprendre, il faut oser. Il faut oser entreprendre. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont osé il y a quelques années. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. On doit justement se fier. Par contre, ce que j'aime pas justement chez ces personnes-là, c'est parce qu'elles ne sont pas en mesure justement de contribuer à réduire le chômage. C'est-à-dire d'embaucher les personnes. Ils vont amener une firme ou en tout cas une partie de leur entreprise ailleurs. Ça n'apporte rien du tout. Ça ne sert strictement à rien. Ou même les entreprises qui viennent travailler en Guinée, ils viennent avec leur main-d'œuvre. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'il faut corriger dans un premier temps. Quand vous venez là, vous embauchez les Guinéens.
Ok, qu'on vous traite de régionaliste ou je ne sais pas quoi. Nationaliste. On embauche d'abord nationaliste, on embauche le Guinéen de par ses compétences. Par contre, il faut le dire honnêtement, les entreprises n'ont pas confiance en notre système éducatif. Et pour qu'elles aient confiance en notre système éducatif, il faut une refondation et leur inviter à venir contribuer pour créer de vrais besoins. À ce moment-là, on adaptera nos solutions et nos stratégies en fonction de ce qu'elles ont besoin comme... Monsieur Sekou Stan, consultant en ressources humaines, c'est le temps des auditeurs sur Radio Espace TV, les informés. Les informés. Débat des auditeurs. Pas des auditeurs, Suleiman Diallo. On va aller sur Twitter avant de revenir avec vos appels sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Bonsoir Madjou, je vous salue, je vous écris depuis Sénégal, Ziguinchor. Hier, je suis content du Syli National qui a gagné un but face au Malawi. Je souhaite bonne chance au Syli National. Je salue ma famille qui se trouve à Koundara, Badiara, surtout à Dougou, Yéré. Suleiman Diallo du côté de Ziguinchor au Sénégal. Notre Syli a été très chanceux hier, bravo à son 11 national, mais cette équipe n'ira nulle part. Cette canne, car même l'entraîneur n'est pas optimiste. Son interview dans les GG ce matin le prouve. Il dit après le Sénégal, il y a un autre match. Ça en dit long. Excellence Baldi, le Guinéen. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir, monsieur Kernomadjo, mon très cher ami, l'enfant de Dongol Touma. Bonne arrivée, Mamadou Alphaba. Il est très chanceux. Toujours, il passe en première position. Oui, je suis chanceux parce que je vous suis à la lettre, mon ami. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Vous savez que quand on aime, on suit. Je vous aime beaucoup, mon cher ami. Je salue vos chroniqueurs là-bas, M. Sow et les autres, sans oublier votre grand invité qui vient de faire une brillante intervention. Mais avant cela, je vais d'abord parler du Syli national. Moi, je souhaite bonne chance au Syli national. Hier, ils ont gagné sans convaincre. Tout le monde le sait. Parce que la défense, vraiment, c'est un passoire. Il faudrait que M. Kaba Diawara fasse beaucoup attention. Le milieu n'est pas bon, la défense n'est pas bonne. Parce que si le milieu n'est pas bon, la défense n'est pas bonne, les attaquants sont obligés de replier pour essayer de chercher le ballon. Et cela handicape beaucoup l'équipe. Je souhaite que le Sénégal, vous avez vu aujourd'hui, la Sierra Leone a fait match nul avec l'Algérie. C'est le cœur qui joue, M. Keroumadou. Quelle que soit l'expérience qu'on a, si on n'a pas le cœur, ça ne va pas. Mais Keroumadou, peut-être vous avez fait la même remarque que moi. Quand Syli gagne ici, M. Kernomadou, il y a des gens qui s'attaquent aux usagers de la route, mon très cher ami. Il faut essayer d'appeler le ministre de la Sécurité, de mettre fin à ces gens-là qui font ça. Il faut laisser les usagers de la route tranquilles. Si le Syli gagne, si vous ne pouvez pas aller chez vous, vous pouvez vous promener dans la rue, mais sans vous attaquer aux usagers de la route, parce qu'ils vous ont rien fait. Ils sont dans la même joie que vous. D'accord. Il faut laisser les usagers de la route. La question que je m'envoie poser à votre invité, mais monsieur, ouais, ok, ce que je voudrais lui demander, parce qu'il a dit que l'État, mais les privés qui investissent en Guinée ici, on demande toujours le dessous de table avec les autorités anciennes, mais est-ce que cela peut permettre aux gens d'employer? Ensuite, la caisse de sécurité sociale, l'État ne fait pas assez avec les entreprises privées pour qu'on mette les caisses de sécurité sociale. Les entreprises privées ici en Guinée vivent à l'aise parce que les travailleurs ne sont même pas, il n'y a même pas de bulletin de salaire. Qu'en dites-vous de ça, monsieur? Merci beaucoup. Portez-vous bien, bonsoir, Mamadou Alphabari depuis Madina. Oui, les dessous de table et de l'autre côté, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les dessous, ça, je pense que c'est ce que vous avez dit avec beaucoup de vigueur. Justement, tous les chroniqueurs ici, la corruption, ça on sait, ça gangrène le pays depuis un certain temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc voilà, ça existe. Peut-être que demain, les mentalités vont changer et puis on arrivera à corriger ça. Mais tant que ce n'est pas corrigé, ça va encore handicaper pas mal de choses. Voilà. Donc là, il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Il faut punir fort ceux qui font justement de la corruption, ceux qui détournent l'argent de l'État. À partir de là, il faut. Voilà. Moi, je ne suis pas économiste, mais ce qui est sûr, c'est que la corruption est l'ennemi du développement. Les économistes. La sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est là où je vais encore insister sur les règles qu'on met en place dans notre code de travail. Ça, c'est des choses qui existent dans le code de travail. Quand un salarié travaille dans une entreprise, le B.A.B.A., c'est le salaire. C'est toutes ces cotisations que le salarié va payer auprès de l'État. Et ces cotisations-là, la sécurité sociale en fait partie. La formation, la retraite, la prévoyance, la santé. Et toutes ces choses-là, toutes ces thématiques-là, c'est la sécurité sociale qui prend sa part. Lorsqu'un salarié tombe malade, normalement, je dis bien normalement, vous dites vous-même que le pays n'est pas normal. Par contre, normalement, on est censé justement prendre en charge cette personne-là parce qu'elle cotise.
Donc la sécurité sociale doit déterminer. Par contre, il faut sensibiliser parce que j'ai aussi entendu les salariés dire mais comment voulez-vous qu'on donne encore un pourcentage à la sécurité sociale alors que le salaire n'est pas élevé. On parle de 5%, là, le prélèvement de 5%. Les syndicalistes n'étaient pas d'accord. Voilà, c'est important, c'est important par contre. Les syndicalistes qui soient... C'est parce qu'ils peuvent tomber malades une fois sur place, les procédures prennent du temps. Après, ils ne perçoivent rien. Oui, maintenant, c'est une question d'organisation. On sait, on a ce problème-là. C'est une question d'organisation, mais normalement, quand on travaille, on cotise. Justement, quand on cotise, on est censé être pris en charge. Et la sécurité sociale ne peut pas faire tout. Ça doit être inscrit dans le code du travail. Et une fois inscrit dans le code du travail, on doit l'appliquer. Mais vous savez, c'est l'applicabilité justement de nos textes de loi qui fait qu'on ne peut pas. Même le BABA, le salaire minimum ne représente rien. Le salaire minimum n'est pas élevé. Le niveau de vie de Guinéens est trop bas. Et à partir de là, si vous enlevez un peu ce qui touche en termes de salaire, par contre, s'ils tombent malades, c'est plus compliqué. Par contre, il faut sensibiliser les gens aussi. Il faut sensibiliser les gens qu'ils sachent que lorsqu'on travaille, on doit contribuer. C'est important. On doit contribuer. Le jour où on tombe malade et qu'on n'a pas suffisamment d'argent, c'est en ce moment-là qu'on va comprendre pourquoi on doit contribuer. C'est comme l'assurance. Si vous êtes assuré, vos véhicules sont assurés. Tant que vous ne faites pas d'accident, ben vous payez quand même. Bien. Mais c'est le jour où vous allez faire un accident et que l'assurance prend en charge, enfin si elle le fait bien, au moins vous allez comprendre que finalement j'ai bien fait de cotiser. Mais c'est la même chose au niveau de la sécurité sociale. C'est comme l'assurance en Guinée, les gens prennent l'assurance juste pour ne pas être fatigués avec les tracasseries policières. Sinon, quand vous avez des problèmes, parfois il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Il y a beaucoup de problèmes. Bonsoir Tierno, bonsoir toute l'équipe des informés. C'est que je devrais dire aux supporters du Sili National, si parmi eux il y a certaines personnes qui ont une maladie cardiaque, qu'ils arrêtent de supporter le Sili. Sinon, j'ai peur pour lui, pour ne pas qu'il tombe un jour. Bon, mais vous savez, vous pouvez ne pas être très engagé pour le Sili, mais quand ton pays joue, forcément, le cœur va battre. On va aller avec un autre appel, Abdul Gadri Drami, avant de revenir avec d'autres réactions sur Twitter. Le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Un autre auditeur au bout de la ligne. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir, M. Terre. L'enfant de Dingirai, c'est ça? Merci. Ali Akosoba. Moi, je vous salue, M. Terre. Par rapport au Sili national, moi, je le souhaite bon sens. Et hier, on a vu ce qu'ils ont fait, ils ont gagné, mais vraiment, leurs jeux, c'était pas tellement bon. Mais je le demande de rester avec le Sénégal. Donc, par rapport à votre invité, moi, je vais le demander si l'État seulement peut employer tout le monde. Sincèrement, je n'ai pas compris la question. La question est de savoir si l'État peut employer tout le monde. Ah d'accord, si l'État peut employer tout le monde. Ouais. On en a échangé tout à l'heure, on a dit que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, mais peut-être qu'il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'État embauche, là, en parlant de ça, je parle sous réserve des économistes, sous la permission des économistes, l'État ne peut pas embaucher tout le monde parce que simplement, tout ce qui peut toucher au salaire, les salaires sont déterminés en fonction du PIB du pays. Donc, si l'État embauche tout le monde, il risque de faire faillite parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens justement pour payer tout le monde. C'est normal. Scientifiquement, c'est pas possible. Par contre, ce que l'État peut faire, c'est de créer les moyens justement pour pas que tout le monde vienne demander auprès de l'État embaucher. Donc l'entrepreneuriat, comme on a dit tout à l'heure, les entreprises privées, les associations, chacun doit jouer son rôle. Tous ces acteurs-là, il ne faudrait pas qu'ils restent à l'écart et attendre que l'État se plante pour dire, ben voilà, on a proposé des solutions, on n'a pas voulu. Donc l'État ne peut pas, on ne peut même pas expliquer ça longtemps, mais l'État ne peut pas prendre tout le monde parce que c'est la fonction publique. Bien. Mamadou Koubia Diallo qui réagit sur Twitter. Bonsoir Madjou, Tierno et bonsoir toute l'équipe des informés. Je vous suis depuis Malabo en Guinée équatoriale. Nous sommes très fiers de vous ici. Merci à vous et bon séjour et bonne chance à vous du côté de Malabo. Bonsoir Madjou. Certes, le Sili a gagné hier, mais sans aucune démonstration de l'efficacité. C'est une prestation qui n'inspire pas de confiance. Je les soutiens parce qu'ils symbolisent l'unité et la solidarité des Guinéens. Stop aux voleurs et brigandeurs pendant les marches du Sili national. Mamadou Diaw au Guinée qui réagit. On va prendre un appel. Bonsoir et bonne arrivée. Allô, bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Ali Beba depuis Koya. On vous écoute dans le Sumbuya. Ok. D'abord, je vous remercie pour cette thématique très intéressante. Et aussi, je remercie votre invité pour ces brillantes interventions.
Et justement, j'avoue que le chômage, c'est une problématique réelle que nous connaissons tous, qui existe. Et il y a bien des solutions. Mais pour moi, je pense que tout tourne autour au niveau de l'État. C'est-à-dire la responsabilité principale, c'est au niveau de l'État. Donc les personnes et les organismes qui sont chargés de gérer cette partie-là, il faut que cela puisse comprendre comment s'y prendre. Donc, je prends un exemple aujourd'hui sur les personnes que moi j'appelle les gens qui ont quitté, mais qui ne sont pas arrivés. Ils ont bougé, ils ont quitté le stade de chômage, mais ne sont pas arrivés d'abord en tant que employés. Parce que il y a des emplois précaires qui sont en train d'être développés aujourd'hui par endroits. Vous prenez, il y a des secteurs où aujourd'hui se développe ce qu'on appelle l'externalisation de certains métiers. Il a tantôt apprécié les actions que font ces cabinets de recrutement, mais j'avoue que c'est pour moi, de l'autre côté, ce qu'ils font, c'est quelque chose de dangereux, parce qu'ils sont là en train de recruter des jeunes, les placer. Les jeunes là travaillent non seulement pour les cabinets, et en même temps pour eux, leur salaire est divisé en deux. Donc ils gagnent, ce qu'ils gagnent c'est très petit. Et ça se développe dans les secteurs. Aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Même si vous voulez parler, excusez-moi Talibé, vous voulez parler par exemple des sous-traitances au niveau des banques, notamment avec les caissiers. Souvent, ils ne perçoivent pas le vrai salaire. Ce sont des cabinets qui perçoivent à la place des travailleurs. Ouais. Doucement, voilà. Donc là, ça fait que les jeunes évoluent dans ça pendant longtemps. Ils n'ont pas une très bonne carrière. Donc ils ne sont plus des chômeurs, mais ils n'ont pas des emplois. Ils n'ont pas eu des emplois rémunérateurs. Est-ce que vous voyez? Ça ne les permet pas d'évoluer. Et ce point-là, c'est un point aujourd'hui dont l'État doit essayer de jeter coup d'œil sur ça. Merci donc beaucoup. Ça, c'est un premier point. Deuxième un autre point que je voulais... Allô, je peux? Oui, le deuxième point, rapidement, s'il vous plaît. Voilà, un autre point, c'est qu'aujourd'hui, l'État peut mettre en place une politique pour permettre à ces personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années, qui ont de l'expérience et qui veulent prendre des départs de retraite, une retraite anticipée, d'aller entreprendre. Parce qu'eux, déjà, ils ont l'expérience. Parce que moi, je suis partant pour l'idée qu'il faut, s'il y a une possibilité, il faut d'abord aller travailler pour quelqu'un, faire ses erreurs ailleurs, acquérir de l'expérience, savoir comment fonctionne une entreprise et venir créer sa propre boîte. Et là, maintenant, c'est facile pour vous d'entreprendre. L'État doit aujourd'hui encourager les gens qui travaillent dans le privé après 10 ans, 15 ans, que ce soit dans le privé ou public, d'aller créer des entreprises, les accompagner, mettre les moyens à leur disposition. Et ils ont l'expérience déjà. Voici les deux solutions que je propose. Merci et beaucoup. Si vous me le permettez aussi, c'est le temps l'inadéquation. Oui, mais si vous permettez, c'est la fin de cette émission. Je suis vraiment désolé. Peut-être rapidement en 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, l'inadéquation déjà, vous avez beaucoup de temps. L'inadéquation entre les profils que forment les universités et le marché. L'État n'a qu'à faire un inventaire, juste un recensement. Par exemple, chez Orange, quels sont aujourd'hui les profils, les métiers dont Orange en a besoin. Faire un recensement sur tous les secteurs et essayer de comparer par rapport aux besoins qui est là. Donc, merci beaucoup. Nous sommes pris par le temps. La radio, c'est l'heure. Merci beaucoup, M. Talibé. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci pour votre appui. Allez, M. Sano, sur son intervention. Je vais m'atteler sur un seul point parce que tout ce qu'il a dit, on en a déjà parlé. Effectivement, ça prouve au moins qu'on n'est pas dans l'erreur. C'est une bonne chose. Le seul point où il parle, qui m'intéresse, c'est la partie précarité dont il parle. C'est pas mauvais, attention, c'est pas très mauvais quand les personnes ont un emploi qui n'est pas durable. Ça fait partie des solutions que je préconise. Maintenant, ça dépend comment les organismes, les boîtes d'intérim ici ou les cabinets de recrutement sont positionnés. Par contre, lorsqu'on recrute les jeunes et qu'on leur met à la disposition d'une entreprise, quelle que soit la durée de ce travail-là, ça constitue justement une première expérience. C'est pas très mauvais en soi. Par contre, c'est de durer là-dedans pendant X temps qui n'est pas bon. Parce que ça augmente justement la précarité. Mais on peut recruter à travers les boîtes d'intérim justement qui vont faire du placement. Il faut savoir, c'est pas des organismes qualitatifs. Attention, les boîtes d'intérim sont là pour se faire de l'argent. Et à partir de là, le simple fait de placer d'autres personnes, ça va de soi que ces personnes-là puissent justement acquérir ces expériences-là et pouvoir se vendre à d'autres entreprises. C'est important. Bien. Bonsoir Madjou, bonsoir toute l'équipe des Informés, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia.
Pour le Sili, victoire, mais reconnaissons qu'il y a quelques lacunes au fond du jeu. Il nous reste 1 minute à Madoussou. Il nous reste 1 minute. Donc, si vous avez une question, il doit répondre. Il va falloir être très bref. La concurrence déloyale entre les grandes entreprises et les petites et le vol surtout des projets, des jeunes Guinéens qui se font voler des projets parce que ça arrive, c'est universel par les grandes firmes. Je pense que c'est un point dont je ne suis pas du tout en mesure de répondre parce que je ne connais pas forcément ces choses-là. Donc, je n'aime pas trop m'aventurer sur ce que je ne maîtrise pas. Pas de commentaire, oui, vous avez parfaitement raison. Oui, Alphonse. L'autre question, c'est ce traitement accordé aux Guinéens dans les entreprises. Est-ce que l'inspection générale du travail ne devrait pas sévir? Bien. C'est là où, si je dois cette fois-ci critiquer, là je critique l'inspection du travail en Guinée. Parce que dans notre famille, chacun de nous a un petit problème quand même. Chacun de nous a un petit chômeur dans sa famille. Moi j'ai vu justement les personnes perdre leur boulot parce qu'ils ont cassé un pot de fleurs. Et j'ai vu aussi, j'ai vu une personne perdre son boulot tout simplement parce qu'il a confondu son jour de repos compensateur. Il l'a embêté, il a perdu du boulot. Donc, ce qui veut dire que là, on doit renforcer aussi auprès des entreprises qu'elles sachent qu'elles ne peuvent pas faire n'importe quoi avec les salariés. Même pas les Guinéens, les salariés tout court. Bien. Quand on embauche une personne, il y a des règles, il y a des obligations. Chaque partie doit respecter sa clause du contrat. Bien. Donc, les entreprises, éventuellement, doivent respecter les salariés et on fait en sorte que l'inspection du travail veille, mais vraiment veille à ce qu'on ne licencie pas de façon abusive. Et qu'on puisse contrôler tout ça. Parce que sinon, ça augmente encore le chômage à chaque fois. C'est vrai qu'on dans ce pays, on dit souvent que l'inspection générale du travail, c'est le cimetière des travailleurs guinéens. Merci beaucoup, M. Sékou Sano. À très bientôt et bon retour à Paris. Je vous remercie en tout cas. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec vous. On aura le temps d'en parler avec vous. Un autre sujet très prochainement parce que vous nous faites comprendre que vous allez vous lancer dans l'agriculture très bientôt. Et bien quand sûr. On sait que la Guinée, la terre est propice. Je souhaite parce que après tout, tant qu'on peut développer et créer un emploi, quel que soit, si c'est une seule personne, on aurait quand même contribué. Bien. Merci beaucoup, monsieur Sékou Sano. Je rappelle que vous êtes consultant en ressources humaines à la régie Kadi Touré, Kadi Fofana, Alassane Bari, Demba Duno, Jamari, Foté Souma, Ali Asokra Kamara, sous les vigilants du réalisateur Poutine Silla, ici à la radio Abdelkader Dramé. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Les Informés sur Radio Espace et Espace TV. Portez-vous bien et bonne soirée. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent à Yaoundé et à Douala au Cameroun. Au revoir. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.